si je me compare au commun des mortels, peu de choses me touchent, ou pour mieux dire, me captivent. Il est normal qu'elles nous touchent, pourvu qu'elles ne nous possèdent pas. Je prends bien soin de renforcer cet avantage qui est par nature bien ancré chez moi, par l'application et la réflexion. Je ne me passionne donc que pour peu de choses. J'ai une bonne vue, mais je l'attache à peu d'objets. Une sensibilité délicate et tendre, mais j'ai quelques difficultés et réticences à comprendre les choses et à m'y appliquer. Je m'engage difficilement. Je m'emploie autant que je peux à moi-même, et pourtant, même en ce domaine, je dois retenir et brider mon penchant naturel pour ne pas m'y plonger trop entièrement, puisque c'est un sujet dont je ne dispose que par la faveur des autres, et sur lequel le sort a plus de droit que je n'en ai. En sorte que, même en ce qui concerne la santé, qui m'importe tant, je ferais mieux de ne pas la désirer et de ne pas m'y attacher si furieusement, au point de trouver les maladies insupportables. Il faut trouver le juste milieu entre la haine de la douleur et l'amour du plaisir. Et Platon nous conseille de choisir une route de vie qui soit intermédiaire entre les deux. Mais je m'oppose de toutes mes forces aux passions, qui me détournent de moi-même et m'attachent ailleurs. Ce que je pense, c'est qu'il faut se prêter à autrui et ne se donner qu'à soi. Si ma volonté se montrait trop facile à se consacrer et à s'appliquer à autre chose, je ne pourrais résister. Je suis trop doux, et par nature, et par usage, ennemi des affaires, et fait pour les loisirs tranquilles. Ovide. Les débats et contestations opiniâtres, qui finiraient par donner l'avantage à mon adversaire, l'issue qui rendrait honteuse ma poursuite effrénée, tout cela viendrait probablement me ronger cruellement. Et si je mordais moi-même pour de bon, comme font les autres, mon âme n'aurait jamais la force de supporter les alarmes et les émotions que connaissent ceux qui se comportent ainsi. Elle se trouverait aussitôt disloquée par cette agitation interne. Si on m'a parfois incité à prendre des responsabilités dans des affaires qui m'étaient étrangères, j'ai promis de les prendre en main, non au poumon ou au foie, de m'en charger, mais non de m'en imprégner, d'y apporter mon soin, oui, mais de me passionner pour elles, nullement. Je les surveille, je ne les couve pas. J'ai assez à faire pour mettre en ordre et ranger la foule des soucis domestiques qui me tiennent aux entrailles et courent dans mes veines, sans aller y loger encore ceux qui me sont étrangers. Et je suis assez occupé avec mes propres affaires, essentielles et naturelles, sans en convier d'autres, venus d'ailleurs. Ceux qui savent combien ils se doivent à eux-mêmes et par combien d'obligations ils sont liés, trouvent que la nature leur a donné une responsabilité suffisamment lourde et qui ne les laisse pas dans l'oisiveté. Tu as bien assez à faire chez toi, ne cherche pas plus loin. Les hommes louent leurs services. Leurs talents ne sont pas pour eux, ils sont pour ceux à qui ils s'asservissent. Ce sont ceux qui les louent qui sont chez eux, et non eux-mêmes. Cette attitude générale ne me plaît pas. Il faut ménager la liberté de notre âme, et ne l'hypothéquer que dans les cas où cela est justifié, qui sont en très petit nombre, si nous en jugeons sainement. Voyez les gens habitués à se laisser saisir et emporter. Ils font ainsi partout, pour les petites choses comme pour les grandes, pour ce qui ne les concerne pas comme pour ce qui les concerne. Ils interviennent indifféremment partout où il y a quelque chose à faire, et sont sans vie quand ils ne sont pas dans une agitation tumultueuse. Ils ne cherchent le travail que pour s'occuper. Sénèque. Ce n'est pas qu'ils veuillent aller quelque part, mais ils ne peuvent pas tenir en place, comme une pierre que sa chute fait rouler et qui ne s'arrête que quand elle ne peut aller plus loin.
Avoir une occupation est pour certaines personnes un signe d'importance et de dignité. Leur esprit cherche le repos dans le mouvement, comme les enfants dans leur berceau. On peut dire qu'ils sont aussi serviables pour leurs amis qu'ils sont importuns envers eux-mêmes. Personne ne distribue son argent aux autres, mais chacun de nous leur consacre son temps et sa vie. Il n'est rien de quoi nous soyons si prodigues que de ces choses-là, qui sont justement les seules pour lesquelles être avare nous serait utile et même louable. J'ai un comportement tout différent. Je me replie sur moi-même. Et en général, je désire mollement ce que je désire, et désire peu de choses. Je m'occupe et m'active de la même façon, rarement et tranquillement. Tout ce que veulent et dirigent les autres, ils le font en y mettant toute leur volonté et leur véhémence. Mais il y a tant de mauvais pas que l'on peut faire, qu'il est plus sûr de se laisser couler superficiellement et légèrement sur les choses de ce monde, se laisser glisser sur elles et non pas s'y enfoncer. Le plaisir lui-même est douloureux dans ses profondeurs. Tu marches sur des feux que la cendre recouvre, trompeuse. Horace. Ces messieurs les jurats de Bordeaux m'ont élu maire de leur ville, alors que je me trouvais loin de la France, et encore plus éloigné d'une telle pensée. J'ai refusé, mais on me dit que j'avais tort, et le commandement du roi s'y ajouta. C'est une charge qui peut sembler d'autant plus belle qu'elle ne comporte ni rémunération, ni autre gain que l'honneur de l'exercer. Elle dure 2 ans, mais elle peut être prolongée par une seconde élection, ce qui arrive très rarement. C'est pourtant ce qui arriva pour moi, et ne s'était produit que 2 fois auparavant. Pour monsieur de Lansac, il y a quelques années, et plus récemment pour monsieur de Biron, maréchal de France, à qui j'ai succédé. J'ai moi-même laissé la place à monsieur de Matignon, lui aussi maréchal de France. Je suis fier d'être en si bonne compagnie. Aussi bons chefs l'un et l'autre durant la guerre que la paix. Virgile. Le hasard voulut prendre part à ma promotion en y mettant du sien, ce qui ne fut pas inutile du tout. Car si Alexandre dédaigna les ambassadeurs corinthiens qui lui offraient le titre de citoyen de leur ville, quand ils lui montrèrent que Bacchus et Hercule figuraient aussi dans ce registre, il les en remercia vivement. À mon arrivée, je me suis présenté fidèlement et consciencieusement tel que je me sens être, sans mémoire, sans vigilance, sans expérience et sans vigueur, mais aussi sans haine, sans ambition, sans cupidité et sans violence, pour que ces messieurs de Bordeaux soient informés et mis au courant de ce qu'ils pouvaient attendre de moi. Et parce qu'ils avaient connu feu mon père, et que seul l'honneur dû à sa mémoire les avait incités à me choisir, j'ajoutai bien clairement que je serais très contrarié si quelque chose pesait autant sur ma volonté que leurs affaires et celles de leur ville avaient pesé sur la sienne, quand il avait eu à l'administrer au poste même où il venait de m'appeler. Il me souvenait en effet de l'avoir vu dans mon enfance, déjà vieux, l'esprit cruellement agité par les tracas publics. Il en oubliait, non seulement l'agrément de sa maison, à laquelle la fatigue des ans l'avait attaché longtemps auparavant, mais encore l'administration de son ménage et le soin de sa santé, en mettant en péril jusqu'à sa vie, qu'il crut bien perdre en faisant pour eux de longs et pénibles voyages. Il était ainsi, et devait ce caractère à sa grande bonté naturelle. Il n'y eut jamais d'âme plus charitable et plus près des gens. Ce comportement, que je loue aujourd'hui, je n'ai pas le goût de le suivre, et je ne suis pas sans excuse. Mon père avait entendu dire qu'il fallait s'oublier pour son prochain, et que le particulier était sans importance au regard de l'universel. La plupart des règles et des préceptes de la société
sont conçus de façon à nous pousser hors de nous, à nous chasser vers la place publique pour nous mettre au service de tous. Tout cela a été pensé comme une belle action, dans le but de nous détourner et de nous éloigner de nous-mêmes, comme si nous n'y tenions que trop et par un lien trop naturel. Et rien n'a été négligé pour cela, car ce n'est pas une chose nouvelle pour les sages de vanter les choses pour leur utilité, et non de les montrer telles qu'elles sont. La vérité a ses inconvénients, ses désavantages, ses incompatibilités avec nous. Il nous faut souvent tromper, pour ne pas nous tromper nous-mêmes, fermer un peu les yeux et endormir notre intelligence pour les redresser et les améliorer. Ce sont des ignorants qui jugent, et il faut souvent les tromper pour les empêcher de tomber dans l'erreur. Quintilien. Quand ils nous ordonnent d'aimer, avant nous-mêmes, des choses qui sont 3, 4 ou 50 fois plus élevées que nous, ils font comme les archers qui, pour tirer au but, visent très largement au-dessus de la cible. Pour redresser un bois courbé, on le recourbe dans l'autre sens. Je pense que dans le temple de Pallas, comme dans ceux de toutes les autres religions, il y avait des mystères apparents, destinés à être montrés au peuple, et d'autres plus secrets et plus élevés, seulement destinés aux initiés. Il est vraisemblable que c'est dans ces derniers que se trouve le centre de la véritable amitié que chacun se doit. Non pas une amitié fausse, qui nous fait rechercher la gloire, la science, la richesse, et les choses de ce genre, et leur vouer une affection totale, immodérée, comme si elle faisait partie de notre être. Non plus qu'une amitié donnée trop facilement et sans discernement, avec laquelle il se produit la même chose qu'avec le lierre, qui abîme et détruit le mur qui l'étreint. Mais une amitié salutaire et bien réglée, à la fois utile et plaisante. Qui en connaît les devoirs et les remplit, fait vraiment partie du cercle des muses. Il a atteint le sommet de la sagesse humaine et de notre bonheur terrestre. Sachant exactement quelle responsabilité il a envers lui-même, cet homme trouve dans le rôle qu'il doit jouer l'usage de son expérience des autres hommes et du monde, et il apporte sa contribution à la société par les devoirs et obligations qui lui incombent. Qui ne vit pas du tout pour autrui, ne vit guère pour lui-même. Quand on est ami de soi-même, on est l'ami de tout le monde. Sénèque. La principale charge que nous ayons chacun à remplir, c'est notre conduite, et c'est pourquoi nous sommes ici. Qui oublierait de vivre bien et saintement, et penserait s'acquitter de son devoir simplement en conseillant cette vie-là aux autres et en les y conduisant, serait un sot. Et de même pour celui qui oublie pour lui-même de vivre sainement et joyeusement, et prétend y amener autrui. Il prend à mon avis un mauvais parti, et contre nature. Je ne veux pas que l'on refuse aux charges publiques que l'on accepte l'attention, les pas, les paroles, la sueur, et même le sang au besoin. Car je ne crains pas moi-même de périr, pour mes amis ou ma patrie. Horace. Mais je veux que ce soit seulement à l'occasion, accidentellement, l'esprit se tenant toujours en repos et en bonne santé. Non pas sans action, mais sans souffrance et sans passion. Agir lui coûte si peu, que même en dormant, il agit. Mais il faut le mettre en mouvement, et avec discernement, car si le corps supporte les charges qu'on lui impose, en fonction de ce qu'elles sont, l'esprit les étend et alourdit, souvent à ses dépens, leur donnant la mesure qui lui semble la bonne. On fait les mêmes choses en y consacrant des efforts variables, et une tension différente de la volonté. Action et passion vont bien l'une sans l'autre. Combien de gens, en effet, se mettent tous les jours en péril dans des guerres qui leur importent peu,
et se précipitent dans les dangers d'une bataille dont la perte ne troublera pourtant pas leur sommeil. Comme celui qui, dans sa maison, est loin de ce danger qu'il n'aurait même pas osé regarder, est plus passionné par l'issue de cette guerre, et dont l'âme est plus torturée que celle du soldat qui y risque son sang et sa vie. J'ai pu occuper des charges publiques sans me départir d'un pouce de moi, et me donner à autrui sans m'ôter à moi-même. L'âpreté et la violence des désirs entravent plus la conduite de ce que l'on entreprend qu'elles ne la servent. Elles font que nous supportons difficilement les événements qui nous sont contraires ou qui sont trop lents à se produire, et nous remplissent d'acrimonie et de soupçons envers ceux avec qui nous négocions. Nous ne menons jamais bien les choses par lesquelles nous sommes dominés et conduits. La passion fait tout mal. Stas. Celui qui n'emploie dans son action que son jugement et son adresse procède plus agréablement. Il peut feindre, biaiser ou différer tout à son aise, au gré des circonstances. Il rate son but sans se tourmenter, sans s'affliger, et déjà prêt pour une nouvelle entreprise. Il marche toujours la bride à la main. Celui qui est pris d'une ardeur violente et tyrannique commet nécessairement beaucoup d'imprudence et d'injustice, car il est emporté par l'impétuosité de son désir. Ces mouvements sont inconsidérés, et si la chance ne s'en mêle pas, ils ont peu de résultats. La philosophie réclame que nous mettions de côté la colère dans le châtiment des dommages subis. Non pas pour que la vengeance en soit amoindrie, mais au contraire, pour qu'elle en soit d'autant mieux appliquée et plus lourde, car l'impétuosité provoquée par la colère y fait obstacle. Non seulement elle trouble, mais elle finit par lasser ceux qui appliquent les châtiments. Ce feu les étourdit et consume leurs forces. De même que dans la précipitation est cause de retard, quinte curse, la hâte s'en mêle les pieds, s'entrave et s'arrête. La promptitude s'entrave elle-même. Sénèque. En voici un exemple. D'après ce que je peux observer couramment, la cupidité n'a pas de plus grand obstacle qu'elle-même. Plus elle est pressante et forte, moins elle est fructueuse de ce fait même. On voit bien que d'ordinaire, elle capte plus rapidement les richesses quand elles se présentent sous le masque de la générosité. Un gentilhomme de très grande qualité, et qui était mon ami, crut perdre la tête à force de s'occuper avec trop de passion et d'affection des affaires d'un prince, son maître. Ce dernier s'est ainsi décrit lui-même à mon intention, en disant qu'il voit le poids des événements funestes tout comme un autre, mais qu'en ce qui concerne ceux qui n'ont point de remède, il se résigne aussitôt à les supporter, et que pour les autres, après avoir donné les ordres nécessaires pour leur faire face, ce qu'il peut faire en effet étant donné la vivacité de son esprit, il attend tranquillement ce qui va se passer. Et de fait, je l'ai vu demeurer très calme et conserver sa liberté d'action, au milieu d'affaires des plus épineuses. Je le considère même comme plus grand et plus efficace quand le sort lui est contraire que quand il lui est favorable. Ses pertes ajoutent plus à sa gloire que ses victoires, et sa douleur que son triomphe. Voyez comment, même dans les occupations vaines et futiles, comme au jeu d'échecs ou de la paume, et d'autres jeux semblables, le fait de s'engager à fond, ardemment, mu par un désir impétueux, plonge aussitôt l'esprit et les membres dans l'agitation désordonnée et les rend incapables de discernement. On s'éblouit, on s'empêtre soi-même. Celui qui, au contraire, attache moins d'importance au gain comme à la perte, est toujours maître de lui. Moins il se pique au jeu, moins il se passionne pour lui, et plus il le mène de façon avantageuse et sûre. En lui donnant tant de choses à saisir, nous entravons, au demeurant,
la saisie et la prise que notre esprit pourrait avoir sur elle. Il en est qu'il suffit de lui montrer, et d'autres auxquels il doit s'attacher, qu'il doit incorporer. Il peut voir et sentir toutes sortes de choses, mais il ne doit se nourrir que de lui-même. Et il lui faut être instruit de ce qui le touche directement, de ce qui relève directement de lui, qui fait partie de son domaine et de sa substance. Les lois de la nature nous montrent précisément ce dont nous avons besoin. Les sages nous ont appris que selon la nature, personne ne manque de rien, mais que chacun pense manquer de quelque chose. Et ils distinguent ainsi subtilement les désirs d'origine naturelle et ceux qui proviennent du dérèglement de notre imagination. Ceux dont on entrevoit le bout sont les siens. Ceux qui fuient sans cesse devant nous et que nous ne pouvons jamais assouvir sont les nôtres. La pauvreté des biens est facile à guérir, celle de l'esprit, impossible. Si l'homme se contentait de ce qui lui suffit, j'aurais bien assez. Mais il n'en est rien. Alors, si grande soit-elle, quelle richesse pourrait jamais me satisfaire? Lucilius. Voyant porter en grande pompe à travers sa ville de grandes quantités de richesses, de joyaux et de meubles de prix, Socrate s'écria « Que de choses dont je n'ai aucune envie !» Métrodore vivait avec 12 onces par jour, et Épicure avec moins que cela. Métroclès dormait en hiver avec les moutons, et en été sous les portiques des temples. La nature suffit à ses besoins. Cléante vivait du travail de ses mains, et se vantait en disant que s'il le voulait, il pourrait en nourrir encore un autre comme lui. Ce que la nature exige exactement, et depuis notre origine, pour la conservation de notre être, est extrêmement peu. En vérité, il n'est pas de meilleur moyen pour exprimer à quel point notre vie peut se maintenir à bon compte que de dire « c'est si peu que cela échappe même à l'influence du sort ». C'est tellement peu que nous pouvons nous accorder quelque chose de plus et appeler quand même nature les habitudes et la condition de chacun de nous. Prenons cela comme référence, comme mesure, et étendons jusque-là nos comptes et ce qui nous appartient. Car nous avons, il me semble, quelque excuse pour aller jusque-là. L'accoutumance est une seconde nature et non moins puissante que l'autre. Ce qui manque à mon ordinaire, je considère que cela me manque à moi. J'aimerais presque autant qu'on m'ôte la vie que de voir réduire le train de vie qui fut si longtemps le mien. Je ne suis plus en état de changer profondément, ni d'adopter des façons de vivre nouvelles et inédites, et même pas de pousser plus loin celles que j'ai. Il n'est plus temps pour moi de devenir un autre. Et si quelque bonne fortune me tombait maintenant entre les mains, je regretterais beaucoup qu'elle ne me soit pas arrivée à une époque où je pouvais encore en profiter. À quoi bon la chance, si on ne peut en profiter? Horace. Je regretterais de la même façon quelque amélioration intérieure. Il vaut peut-être mieux ne devenir jamais un honnête homme que de le devenir si tard, et quelqu'un qui sache bien vivre quand il ne vous reste plus de vie. Moi qui m'en vais, je laisserai facilement à quelqu'un qui me succéderait la sagesse que m'enseignent mes rapports avec les gens. Moutarde après dîner. Je n'ai que faire du bien dont je ne puis rien faire. À quoi bon la science pour qui n'a plus de tête? C'est une injustice et une méchanceté du sort que de nous offrir des présents qui nous font seulement regretter de ne pas les avoir eus en temps voulu. Inutile de me guider, puisque je ne puis plus avancer. De tous les éléments qui composent la sagesse, la capacité à supporter nous suffit. Donnez donc la capacité d'un excellent ténor à un chantre qui a les poumons pourris, et l'éloquence à l'ermite confiné dans les déserts d'Arabie. Nul besoin d'art pour la chute.
La fin se trouve d'elle-même au bout de chaque tâche. Mon monde a disparu. Ma forme s'est vidée. J'appartiens entièrement au passé. Et je suis tenu de le justifier et d'y conformer ma sortie. En guise d'exemple, je dirai ceci. La suppression de 10 jours au calendrier décidé par le pape m'a tellement déconcerté que je ne parviens pas à m'y faire. Je suis d'une époque où nous comptions autrement. Un si long et si ancien usage me rappelle à lui, me revendique comme l'un des siens. Je suis donc contraint d'être un peu hérétique sur ce sujet, étant incapable d'accueillir la nouveauté, même quand elle corrige une erreur. Mon imagination, malgré moi, se projette toujours 10 jours en avant ou en arrière, et je l'entends grommeler à mes oreilles. Cette règle concerne ceux qui sont à naître. Si la santé elle-même, si douce, me revient par instant, c'est plutôt pour me donner des regrets que pour me permettre d'en reprendre possession. Je n'ai plus les moyens de lui donner asile. Le temps m'abandonne, et sans lui, on ne peut rien posséder. Oh, que je fais peu de cas de ces grandes dignités électives que je vois dans la société, et qui ne se donnent qu'à ceux qui sont près de disparaître. On n'y regarde pas tant à la façon dont on les exercera que combien peu de temps on le pourra. Dès l'entrée, on regarde vers la sortie. En somme, me voici sur le point d'achever l'homme que je suis, et non de refaire de lui un autre. Par un usage prolongé, cette forme qui est la mienne est devenue ma substance, et mon destin ma nature. Je dis donc que chacun d'entre nous, faibles créatures que nous sommes, est excusable de considérer comme sien ce qui est dans les limites de la mesure qu'il s'est fixée. Mais au-delà de ces limites, il n'y a plus que confusion, car c'est la plus grande étendue que nous puissions attribuer à nos droits. Plus nous amplifions nos besoins et nos possessions, plus nous nous exposons au coup du sort et de l'adversité. Le chemin de nos désirs doit être délimité et restreint aux choses les plus immédiatement nécessaires et les plus proches de nous, et leur course doit en outre se dérouler, non sur une ligne droite dont l'extrémité serait ailleurs, mais dans un cercle dont les 2 extrémités, après un bref détour, se rejoignent et se terminent en nous. Les actes que l'on commet sans ce retour sur soi, à la fois brefs et essentiels, sont comme ceux des avaricieux, des ambitieux et de tant d'autres, qui courent droit devant eux et que leur course entraîne toujours plus loin. Ce sont des actes qui relèvent d'un comportement erroné et maladif. La plupart de nos occupations tiennent de la farce. Le monde entier joue la comédie. Juste l'ipse. Il faut jouer notre rôle convenablement, mais comme celui d'un personnage d'emprunt, du masque et de l'apparence. Il ne faut pas faire quelque chose de réel, ni de ce qui est étranger, quelque chose qui nous soit propre. Nous ne savons pas distinguer la peau de la chemise. C'est bien suffisant de s'enfariner le visage sans s'enfariner le cœur. J'en vois qui se transforment et changent de substance en autant de nouvelles formes et de nouvelles façons d'être que de charges qu'ils assument, qui font les prélats jusque pour leur foie et leurs intestins, et qui emportent leurs fonctions avec eux jusqu'en leur cabinet d'aisance. Je ne puis leur apprendre à distinguer les coups de chapeau qui les concernent de ceux qui concernent leurs fonctions, ou leur suite, ou leur mule. Ils se livrent tellement à leur haute fonction qu'ils en oublient la nature. Quinte curse. Ils gonflent et enflent leurs âmes et leurs conversations ordinaires en fonction de la hauteur de leur siège magistral. Le maire et Montaigne ont toujours été 2, bien nettement séparés. Ce n'est pas parce qu'on est avocat ou financier qu'il faut méconnaître la fourberie que l'on trouve dans ces professions. Un homme honnête
n'a pas à rendre des comptes sur la sottise ou les défauts que l'on peut trouver dans son métier, et il ne doit pas pour autant refuser de l'exercer. C'est l'usage dans son pays, et il en tire avantage. Il faut vivre avec le monde tel qu'il est, et en faire son profit. Mais le jugement d'un empereur doit dominer son empire, et il doit voir et considérer cet empire comme quelque chose d'accidentel et d'étranger. L'empereur doit savoir jouir de lui-même en dehors de tout cela, et s'entretenir comme Jacques et Pierre, au moins avec lui-même. Je ne sais pas m'engager aussi complètement et en entier. Quand je me donne volontairement à un parti, ce n'est pas par un attachement si total que mon intelligence en soit affectée. Dans la situation troublée de notre état présent, ma curiosité ne m'a fait méconnaître ni les louables qualités de nos adversaires, ni les comportements que l'on peut critiquer chez ceux que j'ai suivis. Les gens adorent tout ce qui est de leur côté. Moi, je ne trouve même pas d'excuse à la plupart des choses qui sont du mien. Un bon ouvrage ne perd pas ses qualités parce qu'il plaide contre moi. À l'exception du nœud du débat, je me suis maintenu dans une humeur égale et de pure indifférence. À part les nécessités de la guerre, je n'ai pas de haine capitale. Et je m'en réjouis, d'autant plus que je vois couramment le contraire chez les autres. Ceux qui prolongent leur colère et leur haine au-delà des affaires, comme le font la plupart des gens, montrent ainsi qu'elles leur viennent d'ailleurs, et de causes qui leur sont personnelles, exactement comme la fièvre qui persiste chez celui qui est guéri de son ulcère, montre qu'elle avait une autre origine, et mieux cachée. C'est qu'en effet, il ne s'attaque pas à la cause générale, et parce qu'elle nuit à tout le monde et à l'État, mais seulement parce qu'elle leur fait du tort en particulier. Voilà pourquoi ils sont emportés d'une passion personnelle, au-delà de la justice et de la raison commune. Leur blâme ne concernait pas l'ensemble, mais chacun critiquait ce qui le concernait personnellement. Tite-Live. Je désire que nous ayons l'avantage, mais je n'en perdrai pas la tête si nous ne l'avons pas. Je me tiens fermement dans le plus sain des partis, mais je ne cherche pas spécialement à être désigné comme l'ennemi des autres, et à me placer au-delà de l'opinion générale. Je condamne absolument cette façon vicieuse de penser. Il est de la Ligue, puisqu'il admire la grâce de M. de Guise. Il admire l'activité du roi de Navarre, il est donc huguenot. Il trouve à redire à la conduite du roi, il est foncièrement séditieux. Et je n'ai pas concédé au magistrat pontifical lui-même qu'il eut raison de condamner un livre parce qu'il plaçait un hérétique parmi les meilleurs poètes de ce siècle. N'oserions-nous pas dire d'un voleur qu'il a une belle jambe? Faut-il, parce que c'est une putain, dire aussi d'une femme qu'elle pue? A-t-on retiré à Marcus Manlius, dans des siècles plus calmes, le beau titre de Capitolin qu'on lui avait décerné en tant que sauveur de la religion et des libertés publiques? A-t-on étouffé la mémoire de son sens de la liberté et de ses faits d'armes, les récompenses militaires que lui valurent son courage, parce qu'il adopta par la suite la royauté, au détriment des lois de son pays? Si les gens ont pris en haine un avocat, le lendemain, ils le trouvent sans éloquence. J'ai évoqué ailleurs le zèle religieux qui poussa des gens respectables à de semblables fautes. Quant à moi, je sais dire comme il faut, il fait mal cela, et admirablement ceci. De la même façon, quand il s'agit de faire des prévisions, ou quand les choses vont mal, les gens veulent toujours que chacun dans son parti soit aveugle ou stupide. Que notre conviction et notre jugement servent non pas à la vérité, mais à ce qu'attend notre désir. Je me défausserai plutôt dans un sens opposé, tant je crains que mon désir ne me soumette à sa loi. Ajoutez à cela que je me défie assez vivement des choses que je souhaite. J'ai vu, de mon temps,
et avec étonnement, la prodigieuse facilité avec laquelle, sans discernement, les peuples laissent conduire et manipuler leurs croyances et leurs espérances là où elles seront agréables et utiles à leur chef, malgré quantité de déceptions accumulées, de chimères et de songes. Je ne m'étonne plus de ceux que les singeries d'Apollonius et de Mahomet ont trompés. Leur bon sens et leur intelligence étaient entièrement dominés par leur passion. Leur discernement n'avait plus d'autre choix que ce qui leur était agréable ou confortait leur cause. J'avais remarqué à l'évidence cela dans le premier de nos partis enfiévrés, et l'autre, apparu depuis, en l'imitant, le dépasse encore. Je me rends compte par là que c'est une attitude inséparable des erreurs populaires. Dès que la première opinion se manifeste, les autres se poussent les unes les autres comme les vagues sous le vent. On ne fait pas partie du corps si on peut s'écarter des opinions qui sont les siennes, si on ne se laisse pas balloter par le mouvement commun. Et pourtant, on fait bien du tort aux partis justes quand on veut les soutenir par des fourberies, et je me suis toujours élevé contre cela. Ce sont des procédés qui ne conviennent qu'à des têtes malades. Pour les saines, il est des voies plus sûres et non seulement plus honnêtes pour soutenir les courages et atténuer l'adversité. On n'a jamais vu, et on ne verra jamais plus, de désaccord aussi grave que celui qui s'éleva entre César et Pompée. Il me semble pourtant qu'il y avait chez ces nobles caractères une grande modération de l'un envers l'autre. Leur rivalité concernait les questions d'honneur et de commandement. Elle ne les a pas emportés vers une haine furieuse et sans discernement. C'était une rivalité sans méchanceté et sans dénigrement. Dans leurs actes guerriers les plus violents, je découvre quelques restes de respect et de bienveillance. Et il me semble que si cela leur eût été possible, chacun d'eux eût plutôt désiré parvenir à ses fins sans détruire son compagnon. Et comme il en est allé autrement avec Marius et Sylla. Qu'on y prenne garde. Il ne faut pas nous précipiter si éperdument après nos intérêts et nos passions. Étant jeune, je m'opposais au progrès de l'amour quand je le sentais prendre trop d'ascendant sur moi, et je veillais à ce qu'il ne devienne pas agréable au point de me contraindre par la force et de finir par me réduire à sa merci. Je me comporte de la même façon en toute autre occasion, comme ma volonté est trop soumise à mes désirs. Je me penche dans le sens opposé de celui où je la vois plonger, enivrée de son vin. J'évite de nourrir son plaisir au point de ne plus parvenir à la reprendre en main sans perte douloureuse. Les esprits engourdis au point de ne voir les choses qu'à demi ont l'avantage d'être moins atteints par celles qui leur sont nuisibles. C'est une lèpre spirituelle qui a quelque apparence de santé, une forme de santé que la philosophie ne méprise nullement. Mais ce n'est pourtant pas une raison pour la nommer sagesse, comme nous le faisons trop souvent. C'est pour cela que quelqu'un autrefois se moqua de Diogène, qui, tout nu en plein hiver, étreignait une statue de neige pour éprouver sa capacité à supporter la souffrance. Le rencontrant dans cette posture, il lui dit « As-tu très froid en ce moment ?»« Pas du tout, » répond Diogène. « Dans ce cas, poursuit l'autre, que penses-tu donc faire là qui soit difficile et exemplaire ?» Pour pouvoir évaluer sa résistance, il faut connaître d'abord la souffrance. Mais ceux qui auront à subir des événements contraires et les blessures du sort, dans leur profondeur et leur dureté, qui devront les peser et les apprécier selon leur acuité propre et leur poids, ceux-là devront employer leur habileté à en éviter les causes et à se détourner des chemins qui y conduisent. Que fit, par exemple, le roi Cotys? Il paya très largement la belle et riche vaisselle qu'on lui avait présentée, mais comme elle était particulièrement fragile, il la brisa immédiatement lui-même,
pour n'avoir tout de suite plus aucune raison de s'emporter contre ses serviteurs. De la même façon, j'ai toujours évité la confusion de mes affaires avec celle des autres. Je n'ai jamais souhaité que mes biens soient contigus à ceux de mes proches, ou à ceux avec qui je suis lié d'une étroite amitié, car c'est là très souvent la source de disputes et de dissensions. J'aimais autrefois les jeux de hasard, cartes ou dés. Je m'en suis depuis longtemps détaché, pour la seule raison que, même si je faisais bonne mine quand je perdais, je ne laissais pas d'en ressentir de la peine à l'intérieur. Un homme d'honneur, qui ressent jusqu'au tréfonds de son cœur un démenti ou une offense, qui ne peut accepter une mauvaise excuse en guise de paiement ou de consolation, doit éviter de laisser les controverses et les querelles suivre leur cours. Je fuis les gens au caractère triste et les gens hargneux comme des pestiférés. Et s'il est des sujets dont je ne peux parler avec détachement et sans passion, je ne m'en mêle pas, sauf si j'y suis contraint par le devoir. Il vaut mieux ne pas commencer que d'avoir à s'interrompre. Sénèque. La plus sûre façon de procéder est de se tenir prêt avant que l'occasion se présente. Je sais bien qu'il est des sages qui ont choisi une autre voie, et n'ont pas craint de s'attacher à plusieurs sujets et de s'y engager à fond. Ces gens-là tirent leur assurance de leur force, qui les protège de toutes sortes d'événements contraires, opposant aux maux toute la vigueur de leur endurance. Tel le rocher qui s'avance dans la mer, exposé à la fureur des vents et des flots, il brave les menaces et les efforts conjugués du ciel et de la terre, et demeure lui-même inébranlable. Virgile. Ne nous attaquons pas aux exemples que ces gens nous donnent. Nous ne pourrions y parvenir. Ils s'obstinent à contempler résolument et sans se troubler la ruine de leur pays, lui qui dominait et commandait toute leur volonté. Mais pour nos âmes plus communes, cela demande trop d'efforts et trop de brutalité. Caton d'Utique, par exemple, abandonna de ce fait la vie la plus noble qu'il y eût jamais. Pour nous autres, pauvres, il nous faut fuir l'orage de plus loin. Il faut essayer de le sentir et non de le subir, et esquiver les coups que nous ne saurions parer. Zénon, en voyant s'approcher Crémonides, le jeune homme qu'il aimait, pour s'asseoir près de lui, se leva aussitôt. Et comme Cléante lui demandait pourquoi, « J'ai entendu dire, fit-il, que les médecins ordonnent principalement le repos et défendent toute excitation pour toutes sortes de tumeurs. » Socrate ne dit pas « Ne cédez pas aux attraits de la beauté, luttez contre elle, résistez-lui. » Il dit « Fuyez-la. Courez vous mettre hors de sa vue et de sa rencontre, comme d'un poison puissant qui frappe de loin. » Et son brave disciple, imaginant ou racontant les extraordinaires qualités du grand Cyrus, mais à mon avis racontant plutôt qu'imaginant, nous le montre, craignant de ne pouvoir résister aux attraits de la divine beauté de sa captive illustre, Panthée, et confiant sa garde à un autre, moins libre que lui-même à l'égard de celle-ci. Quant au Saint-Esprit lui-même, ne nous induit pas en tentation. Nous ne demandons pas dans notre prière que notre raison ne soit pas combattue et vaincue par la tentation, mais que la tentation ne s'y attaque même pas. Nous ne demandons pas à être placés dans une situation où nous ayons seulement à supporter les approches, sollicitations et tentations du péché. Nous supplions notre Seigneur de maintenir notre conscience tranquille, parfaitement et complètement délivrée de tout rapport avec le mal. Ceux qui disent venir à bout de leur caractère vindicatif, ou de quelque autre espèce de défaut pénible, disent souvent vrai, mais par rapport à l'état présent des choses, non par rapport à ce qu'elles ont été. Ils nous parlent de leurs erreurs, alors que les causes de celles-ci
ont été produites et entretenues par eux-mêmes. Revenez un peu plus en arrière, et rapportez ces causes aux principes qui les ont inspirées. Cette fois, vous prendrez vos gens au dépourvu. Pense-t-il que leur faute soit moins grande parce qu'elle est plus ancienne, et que la suite d'un injuste commencement soit juste? Celui qui désire, comme moi, le bien de son pays, sans s'en faire un ulcère, et sans en maigrir, trouvera déplaisant, mais n'en sera pas effrayé, s'il le voit menacé par la ruine ou par une survie non moins calamiteuse. Pauvre vaisseau, celui que les vents, les flots et le pilote tirent chacun vers soi de façon si contraire. Celui qui ne reste pas bouche bée en attendant la faveur des princes, comme après une chose dont il serait incapable de se passer, ne se sent pas très atteint par la froideur de leur accueil et de leur visage, ni par leur inconstance. Celui qui n'est pas accaparé par ses enfants ou les honneurs, comme par une force dont il est l'esclave, vit fort bien quand il les a perdus. Celui qui agit principalement pour sa propre satisfaction n'est guère troublé par le fait de voir les gens juger ce qu'il fait, contrairement à son mérite. Un quart d'once de vertu d'endurance suffit à faire contrepoids à ses inconvénients. Je me trouve bien de cette façon de faire. Je compense au meilleur compte possible mes erreurs initiales, et je sens que j'ai échappé de cette façon à bien des tourments et des difficultés. Il me suffit en effet de bien peu d'efforts pour arrêter mes émotions dès leur premier mouvement, et j'abandonne aussitôt une question qui commence à me peser, ou avant qu'elle ne m'absorbe. Qui n'empêche le départ ne saurait ensuite arrêter la course. Qui ne sait fermer la porte aux passions ne pourra plus les chasser, une fois entrées. Qui ne peut venir à bout du commencement ne viendra pas à bout de la fin. Et celui qui n'a pu résister à un ébranlement ne pourra résister à l'effondrement. Car les passions se mettent elles-mêmes en branle dès qu'on s'écarte de la raison. La faiblesse est indulgente pour elle-même, et elle est entraînée sans le savoir vers la haute mer, et ne trouve plus de lieu pour s'abriter. Cicéron. Je ressens à temps les petits vents qui viennent m'effleurer et murmurer en moi, avant-coureurs de la tempête. Ainsi, quand les vents faibles encore frémissent, dans la forêt qui les enferme et que les sourds murmurent, annonce aux matelots la tempête qui vient. Virgile. Combien de fois me suis-je infligé une évidente injustice pour ne pas courir le risque d'en recevoir une, pire encore, de la part des juges, après un si long temps de vexation, de pratiques dégradantes et viles, plus ennemies de mon naturel que ne le sont la torture et le feu. Il convient, pour éviter les procès, de faire le plus qu'on peut, et même peut-être un peu plus. Il est en effet honorable, et même quelquefois avantageux, de renoncer en partie à ses droits. Cicéron. Si nous étions vraiment sages, nous devrions nous réjouir et nous vanter de ce que nous perdons, comme je l'entendis faire un jour bien naïvement par un enfant d'une grande maison, qui annonçait à tout un chacun que sa mère venait de perdre son procès, comme s'il s'agissait d'une toux, d'une fièvre, ou autre chose qu'on ne souhaite guère conserver. Même quand il s'agissait de faveurs que le hasard pouvait m'avoir accordées envers ceux qui ont entière autorité sur ces choses-là, telles que parenté et relations, j'ai beaucoup agi selon ma conscience pour éviter soigneusement de les utiliser au préjudice d'autrui, et ne pas attribuer à mes droits plus que leur valeur réelle. Et pour en finir, j'ai tant fait jour après jour, puissais-je le dire sans me porter malheur, que me voici encore vierge de procès. Et pourtant, ils n'ont pas manqué de s'inviter plusieurs fois, et à juste titre si j'avais voulu les écouter. Vierge de querelles aussi. J'ai coulé une longue vie sans offense notable, subie ou infligée,
et sans avoir entendu dire pique-pendre de moi. Rare grâce du ciel. Nos plus grandes agitations ont des ressorts et des causes ridicules. Notre dernier duc de Bourgogne n'a-t-il pas subi un désastre à cause d'une charretée de peau de mouton? Et l'empreinte d'un sceau ne fut-elle pas la première et principale cause du plus horrible écroulement que cette machine ronde, la terre, ait subi? Car Pompée et César ne sont au fond que les rejetons et les successeurs des deux précédents. J'ai vu aussi, de mon temps, les plus respectables têtes de ce royaume assemblées en grande cérémonie et au prix de grandes dépenses publiques, pour signer des traités et des accords dont la véritable décision dépendait en fait de ce qui se disait dans le salon des dames et du penchant de quelques petites femmes. Les poètes ont bien compris cela, eux qui ont mis la Grèce et l'Asie à feu et à sang pour une pomme. Cherchez pour quelle raison celui-là s'en va mettre en péril son honneur et sa vie, avec son épée et son poignard. Il ne peut vous dire sans rougir quelle est la cause de son duel, tant elle est frivole. Au début, un peu de réflexion suffit, mais sitôt que vous êtes embarqué dans une affaire, vous voilà ficelé. Il vous faut maintenant disposer de grandes ressources, bien plus importantes et plus difficiles à mettre en œuvre. N'est-il pas bien plus aisé de ne pas se mettre dans ce mauvais pas que d'en sortir? Il faut faire le contraire du roseau, qui produit d'abord une tige longue et droite pour sa première pousse, et qui ensuite, comme s'il était alangui et à bout de souffle, se met à faire des nœuds, fréquents et épais, comme des pauses, qui montrent bien qu'il a perdu sa vigueur et sa constance première. Il faut au contraire commencer tranquillement et froidement, et garder son souffle et sa vigueur pour le plus fort de la besogne et son achèvement. À leur début, nous guidons les affaires et les tenons à notre merci. Mais par la suite, quand elles sont mises en route, ce sont elles qui nous guident et nous emportent, et nous devons alors les suivre. Savoir ces choses-là ne m'a pourtant pas épargné toute difficulté, et cela ne veut pas dire que je n'ai pas eu souvent à gourmer et brider mes passions. Elles ne sont pas toujours réglées en fonction de ce qui les fait surgir, et leurs débuts sont même souvent rudes et violents. Toujours est-il que les principes énoncés plus haut sont avantageux et profitables, sauf pour ceux qui, même s'ils se comportent comme il faut, n'acceptent aucun profit si leur réputation doit en souffrir. C'est qu'en vérité, ce que l'on fait n'a de valeur que pour soi-même. Vous en tirez peut-être du contentement, mais pas plus d'estime envers vous-même pour cela, puisque vous vous étiez préparé avant même d'entrer dans la danse, et que le problème soit en vue. Ceci n'est pas seulement vrai dans ces sortes d'affaires, mais dans tous les autres devoirs à accomplir dans la vie. La voie à suivre par ceux qui n'ont en vue que les honneurs est bien différente de celle que suivent ceux qui ont en vue l'ordre et la raison. J'en connais qui se lancent inconsidérément et furieusement et ralentissent ensuite leur course. Plutarque dit que ceux qui éprouvent de la mauvaise honte sont mous et accordent plus facilement tout ce qu'on leur demande, mais qu'ils sont aussi plus portés ensuite à manquer de paroles et à se dédire. De la même façon, celui qui entre à la légère dans une querelle est sujet à en sortir tout aussi légèrement. La difficulté que j'éprouve à m'y lancer m'inciterait plutôt au contraire à m'y cramponner une fois que je m'y serai mis et échauffé. Mais ce n'est pas là une bonne façon de faire que celle qui consiste à se dire « puisque tu y es, marche ou crève ». Entreprenez mollement, disait Bias, mais poursuivez ardemment. D'un manque de sagesse, tomber dans un manque de courage, c'est encore pire. La plupart des accords qui mettent fin à nos querelles d'aujourd'hui sont honteux et menteurs. Nous ne cherchons qu'à sauver les apparences, et pendant ce temps, nous trahissons et désavouons nos véritables intentions. Nous replâtrons les faits.
Nous savons bien comment nous les avons présentés, et en quel sens. Et ceux qui étaient là le savent, ainsi que nos amis à qui nous avons voulu faire sentir notre avantage. C'est aux dépens de notre réputation de franchise et de courage que nous désavouons ce que nous pensons, et que nous cherchons refuge dans la fausseté pour trouver un accord. Nous nous démentons nous-mêmes pour rattraper le démenti que nous avons infligé à un autre. Il ne faut pourtant pas regarder si votre action ou votre parole peut avoir une autre interprétation. C'est votre sincère et véritable interprétation qu'il faut désormais maintenir, quoi qu'il vous en coûte. Il s'agit de votre vertu et de votre conscience. Ce ne sont pas des choses auxquelles il faut mettre un masque. Laissons ces vils moyens et ces expédients à la chicane du palais de justice. Les excuses et réparations que je vois faire tous les jours pour corriger des excès me semblent plus laides que ces excès eux-mêmes. Il vaudrait mieux offenser encore une fois son adversaire que de s'offenser soi-même en faisant semblable amende honorable. Vous l'avez défié sous le coup de la colère, et vous allez l'apaiser et le flatter de sang-froid, avec toute votre raison. Vous vous soumettez donc plus que vous ne vous étiez insurgé. Je ne trouve rien d'aussi blâmable dans tout ce que peut dire un gentilhomme que quand il se dédie, ce qui est honteux pour lui quand ce dédit lui est arraché par autorité, car je trouve l'opiniâtreté plus excusable chez lui que la légèreté. Il m'est aussi facile d'éviter les passions que difficile de les modérer. On les arrache plus aisément de l'âme qu'on ne les bride. Sénèque. Que celui qui ne peut atteindre à cette noble impassibilité stoïcienne vienne se réfugier dans le giron de mon indifférence ordinaire. Ce que cela faisait par vertu, je m'habitue à le faire par la tournure de mon caractère. C'est dans la région moyenne que résident les tempêtes. Aux deux extrêmes, les philosophes et les paysans se retrouvent en ce qui concerne la tranquillité et le bonheur. Heureux qui a pu connaître les causes des choses, qui a foulé aux pieds les craintes et le destin inexorable, et tout ce bruit qu'on fait autour de la vide Achéron. Heureux celui qui connaît les dieux des champs, et Pan et le vieux Sylvain, et les nymphes sœurs. Virgile. À leur naissance, toutes les choses sont faibles et fragiles. Il faut pourtant avoir l'œil sur les commencements. Si on ne voit pas le danger que renferme une chose quand elle est petite, on ne peut plus en trouver le remède quand elle est grande. J'aurais rencontré 1 million d'obstacles tous les jours, et plus malaisé à avaler en cédant à l'ambition, qu'il ne m'a été difficile d'arrêter l'inclination naturelle qui m'y portait. J'ai eu raison de craindre d'attirer les regards en levant haut la tête. Horace. Toutes les actions publiques sont sujettes à d'incertaines et diverses interprétations, car trop de gens en sont juges. Certains disent, à propos de cette fonction municipale qui fut la mienne à Bordeaux, et je suis content d'en dire un mot, non qu'elle le mérite, mais pour qu'elle témoigne de ma conduite dans ces circonstances, que je m'y suis comporté comme un homme trop mou et d'un zèle languissant, et ils ne sont pas loin de la vérité. Je m'efforce de tenir mon âme et mes pensées en repos, toujours calme par nature, et maintenant plus encore en vieillissant. Quintus Cicéron. Et si parfois elle se laisse aller à accueillir quelque impression rude et qui me pénètre, c'est à la vérité contre mon gré. Mais cette langueur naturelle ne constitue pas une preuve d'impuissance, car le manque d'attention et le manque de jugement sont deux choses différentes, et moins encore une preuve d'ingratitude envers ce peuple qui s'efforça de m'être agréable par tous les moyens dont il put disposer, avant de m'avoir connu aussi bien qu'après, et qui fit encore bien plus pour moi en me confiant de nouveau cette charge qu'en me la donnant la première fois. Je lui veux tout le bien possible, et si l'occasion s'en était présentée, il n'y a rien que je n'aurais fait pour le servir.
je me suis remué pour lui comme je le fais pour moi. C'est un peuple de braves gens, belliqueux et dignes, mais capables aussi d'obéissance et de discipline, et capables d'être utiles dans quelques bons emplois s'ils sont bien guidés. On dit aussi que mes fonctions se sont déroulées sans laisser de marque ni de traces. Voilà qui est bien. On blâme mon inaction à une époque où presque tout le monde était coupable d'en faire trop. Quand le désir m'emporte, mon action peut devenir trépidante. Mais cet excès est l'ennemi de la persévérance. Si l'on veut se servir de moi, à ma façon, il faut me donner des affaires qui nécessitent de la vigueur et de la liberté. Si elles peuvent se régler de façon directe et brièvement, même en comportant des risques, je peux y faire quelque chose. Mais s'il s'agit de projets au long cours, subtils, laborieux et tortueux, alors il vaut mieux s'adresser à quelqu'un d'autre. Les charges importantes ne sont pas toutes difficiles. J'étais prêt à m'engager un peu plus complètement dans la mienne, si un grand besoin s'en était fait sentir. Car je suis capable de faire plus que je n'aime faire. Je n'ai négligé, que je sache, aucun effort que le devoir m'ait demandé. Mais j'ai facilement oublié ceux que l'ambition mêle au devoir et couvre de ce nom. Ce sont ceux-là qui le plus souvent remplissent les yeux et les oreilles des hommes, et les contentent. Ce n'est pas la chose, mais son apparence, qui leur plaît. S'ils n'entendent pas de bruit, ils ont l'impression qu'on dort. Mon goût est l'ennemi des comportements bruyants. Je pourrais mettre fin à un trouble sans me troubler, et réprimer des désordres sans que mon humeur en soit changée. Si j'ai besoin de colère ou d'irritation, je l'emprunte. J'en revais le masque, car mes manières habituelles sont molles, plutôt fades que rudes. Je ne condamne pas un premier magistrat qui dort, pourvu que ceux qui sont sous ses ordres dorment en même temps que lui, comme les lois. Pour ma part, j'aime une vie qui coule tranquillement, sans éclat et sans bruit, aussi éloignée de la bassesse que de la platitude et de l'orgueil. Cicéron. Mon destin le veut ainsi. Je suis né d'une famille qui a vécu sans éclat et sans tumulte, et de si loin qu'on s'en souvienne, particulièrement tournée vers l'honnêteté. Les gens sont maintenant tellement habitués à s'agiter et à se montrer que la bonté, la modération, l'égalité d'humeur, la constance et toutes les qualités tranquilles et sans éclat ne sont plus perçues. On sent les corps rugueux, mais on manipule, sans s'en apercevoir, ceux qui sont polis. On ressent la maladie, mais pas la santé, ou fort peu. Pas plus que les choses qui nous charment à côté de celles qui nous alarment. C'est agir pour son profit personnel et pour sa réputation, et non pour le bien, que de remettre à plus tard, pour le faire en public, ce que l'on pouvait faire à la chambre du conseil, de faire en plein midi ce que l'on aurait pu faire la nuit précédente, et de vouloir absolument faire soi-même ce qu'un autre aurait fait tout aussi bien. C'est ainsi que dans la Grèce antique, certains chirurgiens faisaient leurs opérations sur une estrade, à la vue de tous, pour se faire de la clientèle. On pense que les bons règlements ne peuvent être édictés qu'au son de la trompette. L'ambition n'est pas un vice de petites gens, ni de modestes entreprises comme les nôtres. On disait à Alexandre, « Votre père vous laissera un grand domaine, facile à gouverner et pacifique. » Mais ce garçon était envieux des victoires de son père et de la justice de son gouvernement. Il n'aurait pas voulu jouir tranquillement et paisiblement de l'empire du monde. Platon nous montre un Alcibiade qui aimait mieux mourir étant jeune, beau, riche, noble et savant, et tout cela au plus haut point, plutôt que de simplement profiter de sa condition. Cette maladie, l'ambition, est peut-être excusable dans une âme si forte et si entière.
quand les petites âmes, naines et chétives, font leur singerie et pensent donner de l'importance à leur nom pour avoir jugé convenablement une affaire, ou continuer à réglementer les tours de garde de la porte d'une ville, ils montrent en cela d'autant plus leur cul qu'ils espèrent se hausser de la tête. Ces petites choses, même bien faites, n'ont ni consistance, ni vie véritable. Elles s'évanouissent dès qu'on en parle, et ne se transmettent que d'un carrefour à un autre. Vous pouvez en parler à votre fils ou à votre valet, comme cet homme de l'Antiquité qui, n'ayant pas d'autre auditeur pour se décerner des louanges et d'autres personnes conscientes de sa valeur, se vantait devant sa chambrière en s'écriant « Ô Perrette, quel homme savant et galant tu as pour maître !» Au pire, parlez-en à vous-même, comme le faisait un conseiller au Parlement de ma connaissance, qui, après avoir dégorgé à la chambre du Conseil une cargaison de paragraphes avec un effort extrême et d'une semblable ineptie, était allé se retirer au pissoir du palais, où quelqu'un l'entendit murmurer consciencieusement entre ses dents « Ce n'est pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais à ton nom qu'en revient la gloire. » Que celui qui ne peut payer avec une autre bourse se contente de payer avec la sienne. La renommée ne se prostitue pas à si vil prix. Les actions rares et exemplaires auxquelles elle est due ne supporteraient pas la compagnie de cette foule innombrable des petites actions quotidiennes. Vos titres seront gravés dans le marbre tant qu'il vous plaira pour avoir fait restaurer un pan de mur ou curer un ruisseau public. Mais les hommes doués de jugement ne feront pas cela. La renommée ne suit pas forcément le bienfait si la difficulté ou l'étrangeté n'y sont joints. Et selon les stoïciens, la simple estime n'est pas due à toute action née de la vertu. Ils ne veulent pas que l'on sache gré à celui qui, par tempérance, s'abstient d'une vieille femme aux yeux chassieux. Ceux qui ont connu les admirables qualités de Scipion l'Africain lui dénient la gloire que Panétius lui attribue pour avoir refusé les dons qu'on lui faisait, estimant que cette gloire n'était pas seulement la sienne, mais celle de son siècle tout entier. Nous avons les plaisirs qui conviennent à notre destin. N'usurpons pas ceux de la grandeur. Les nôtres sont plus naturels, et d'autant plus solides et sûrs qu'ils sont plus modestes. Puisque ce n'est pas par souci de conscience que nous refusons l'ambition, au moins refusons-la par ambition. Dédaignons cette soif de renommée et d'honneur, médiocre et mendiante, qui fait que nous la quémandons auprès de toutes sortes de gens. Quelle gloire! Celle que l'on peut trouver au marché. Cicéron, par des moyens méprisables et à vil prix. C'est un déshonneur d'être ainsi honoré. Apprenons à ne pas être plus avides de gloire que nous ne sommes capables de la mépriser. Se vanter de toute action utile mais insignifiante, cela est bon pour les gens pour qui elle est extraordinaire et rare. Ils veulent la hisser au niveau du prix qu'elle leur coûte. Plus une action est éclatante, et plus j'en rabats sur sa valeur, parce que je me demande si elle n'a pas été faite plus pour être éclatante que pour être bonne. Mise à l'étalage, elle est vendue à moitié prix. Les actions qui échappent des mains de leur auteur, tout simplement et sans faire de bruit, ont bien plus de valeur. Si quelque honnête homme les remarque ensuite, et les sort de l'ombre pour les amener à la lumière, c'est à cause de leur valeur propre. Je trouve bien plus louable ce qui se fait sans ostentation et loin des yeux de la foule. Cicéron. Dans ma fonction de maire, il suffisait que je conserve et maintienne les choses en l'état. Cela ne fait pas de bruit, et on ne s'en aperçoit pas. L'innovation, elle, ne manque pas de lustre, mais elle est impossible en ce temps où nous en sommes harcelés et devons nous défendre des nouveautés. S'abstenir de faire quoi que ce soit est souvent une attitude aussi généreuse que celle qui consiste à agir, mais elle est moins visible.
et le peu que je vaux est presque entièrement de ce genre-là. En somme, dans cette charge, on peut dire que les circonstances ont suivi mon tempérament, ce dont je leur sais gré. Est-il quelqu'un qui désirerait être malade pour voir son médecin à l'œuvre? Et ne faudrait-il pas fouetter le médecin qui voudrait que nous ayons la peste pour pouvoir mettre son art en pratique? Je n'ai pas eu cette attitude inique et assez courante qui consiste à désirer que les affaires de la cité connaissent des troubles et des difficultés qui viennent rehausser et honorer mon gouvernement. J'ai au contraire fait de mon mieux pour que tout se passe dans le calme et la facilité. Celui qui ne veut pas me savoir gré personnellement de l'ordre, de la douce et muette tranquillité qui ont accompagné ma conduite des affaires publiques, ne peut pas, du moins, me priver de la part qui m'en revient du fait que j'ai eu de la chance. Je suis ainsi fait. J'aime autant être chanceux que sage, et devoir mes succès entièrement à la grâce de Dieu qu'à l'entremise de mon action. J'avais bien clairement exposé à tout le monde mon peu d'habileté au maniement des affaires publiques. Mais c'est pis que cela. Ce manque d'habileté ne me déplaît guère, et je ne cherche pas à le guérir, étant donné la façon de vivre que je me suis fixée. Dans ce que j'ai fait, je n'ai pas non plus connu de grande satisfaction personnelle, mais je suis parvenu à peu près à ce que je m'étais promis de faire, et j'en ai fait bien plus que ce que j'avais promis à ceux à qui j'avais affaire. C'est que je promets généralement un peu moins que ce que je puis faire, et que ce que j'espère pouvoir tenir. Je suis sûr de n'avoir laissé derrière moi ni offense ni haine. Quant à y laisser désir et regret de moi, je sais du moins que ce n'est pas ce que j'ai le plus recherché. Moi, me fier à ce monstre? Tu veux donc que j'oublie ce qui se cache sous la face paisible et les flots tranquilles de la mer? Virgile.